En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Et tout de suite, donc, votre grand réveil. Et nous retrouvons Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris. Bonjour Philippe Prigent, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Alors la crise politique continue depuis la présentation de ce budget par le gouvernement Barnier, la motion de censure. Chaque personnalité politique y va de son commentaire. Quelques interventions étaient particulièrement attendues, comme celle de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, et puis bien sûr Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs réaffirmé son intention d'aller jusqu'au bout de son mandat. Une réponse claire à ceux qui appellent à sa démission d'ailleurs. On va en parler dans un instant, mais avant cela, Philippe Prigent, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse sur cette motion de censure plus généralement? Alors, la motion de censure est l'illustration d'une règle que nous pratiquons souvent en pénal. Si vous êtes un voyou et que vous êtes en sursis, à un moment, le sursis va tomber et vous allez vous prendre la sanction. Et là, c'est exactement la même chose, pas parce que Michel Barnier est un voyou, mais parce que, tout simplement, ce gouvernement était en sursis dès le départ. Le budget et le gouvernement, et le 49.3, c'est ça, c'est dire est-ce que vous êtes d'accord avec le budget, il y aura un 49.3 sur le budget, et est-ce que vous êtes d'accord avec nous confier le pouvoir, c'est-à-dire l'administration terre en substance, les deux aspects les plus importants, de très loin, de la direction d'un pays. Il y a 3 blocs dans ce pays. Il y en a un qui est majoritaire, en majorité relative, qui est laissé de côté, qui est le bloc RN, UDR, appelons ça coalition patriote. Vous avez un bloc central qui a été majoritaire en siège. Alors, si on met ensemble les macronistes et les républicains tendance Wauquiez, et un 3e bloc, LFI, Parti socialiste, écologiste, et ainsi de suite. Fondamentalement, quand les élections ont eu lieu en 2024, M. Macron a révélé, ça allait arriver, ce serait arrivé peut-être sans doute en 2027, mais il l'a révélé un petit peu plus tôt que prévu. M. Macron a révélé que le bloc central ne pouvait pas avoir la majorité en siège. Alors même si on a un système de scrutin qui favorise la constitution de majorité, on a un système de scrutin très favorable à la constitution de majorité. Malgré ça, le bloc central n'est pas majoritaire en siège et le bloc central refuse de s'allier avec l'un des deux autres. Et là-dessus, ça rend la censure inévitable. Parce que si vous dites j'ai moins de la majorité, la moitié des députés, et le bloc central est clairement à moins de la moitié des députés, ils sont environ 220 et quelques. Si on ajoute les LR, on est à moins de 280, la majorité est à 289. Donc le bloc central doit soit s'allier pour gouverner avec la coalition patriote, soit s'allier pour gouverner avec la France insoumise, les socialistes, enfin leur nouveau Front populaire. Et ils refusent de le faire. Il n'y a absolument aucune concession significative de leur part. Donc, ça rend effectivement le système complètement ingouvernable et on savait que ça allait arriver. La partie relativement étonnante, c'est que le RN ait laissé, on va dire, une sorte de bénéfice du doute à Michel Barnier en ne le censurant pas immédiatement. Parce qu'on aurait pu se dire, la question s'est posée, écoutez, ces gens ont été élus contre vous en faisant une coalition allant du nouveau parti anticapitaliste à Laurent Wauquiez. Bon, comme ces gens ont expliqué que vous étiez absolument l'adversaire à abattre, vous allez forcément les voter contre eux. Ils leur ont laissé le bénéfice du doute, peut-être dans une perspective d'essayer de favoriser la stabilité des institutions, peut-être pour négocier, peut-être en se disant c'est pas le moment avec une analyse plus complexe encore que ça, c'est tout à fait faisable. Mais la censure était de base inévitable parce que nous sommes retrouvés dans une situation que les constituants n'avaient pas prévue. Et les constituants n'avaient pas prévu parce qu'elle révèle
résulte de quelque chose de très étonnant, c'est de dire ce qui s'est passé au second tour des législatives en juillet dernier, de dire nous sommes d'accord pour gouverner ensemble. C'est la logique par laquelle les LR ont appelé à voter pour des communistes, par exemple, ou des islamo-gauchistes. Bon, oui, d'ailleurs, pour lesquels ces communistes et ces islamo-gauchistes se sont parfois désistés pour des LR. Ça a eu lieu dans l'autre sens. Mais à partir du moment où vous vous dites on est d'accord pour gagner les élections, messieurs, mais on refuse absolument de gouverner ensemble, de faire des projets de loi ensemble, de faire un budget ensemble, la censure devient inévitable parce que nous nous trouvons dans un cas de figure que les constituants n'avaient pas prévu, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à dire, en substance, mais ça a été quasiment le programme il y a quelques mois lors des législatives, et ça reste en fait d'ailleurs leur programme, c'est pour ça que la crise est durable. En fait, élisez-nous et vous verrez bien ce qui se passe après. Ils ont un seul point d'accord qui est empêcher la coalition RN-UDR d'arriver au pouvoir, et c'est tout. Et résultat, on se retrouve dans une situation, évidemment, qu'il va y avoir des censures, puisque la logique aurait été de la part des macronistes et des LR de se dire, nous avons été élus avec la France insoumise, les socialistes, les écologistes, on va faire une coalition avec eux, ce qui est déjà arrivé. Il y a eu ça, par exemple, avec le Bloc des gauches, le Front populaire pendant l'entre-deux-guerres. Il y avait un équivalent avant le gouvernement dit de défense républicaine, avant la Première Guerre mondiale, où en substance, le bloc central exerçait une part significative du pouvoir ou participait clairement à une alliance avec la gauche pour pouvoir mettre en place des politiques. Pas forcément, ils étaient d'accord sur tout, mais des politiques comme, par exemple, la réduction du service militaire avant la Première Guerre mondiale, le pacifisme avec l'Allemagne. Enfin voilà, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce genre de stratégie, mais au moins, il y avait une logique à être ensemble et à se dire on va être élu et au moins on est d'accord pour gouverner. Là, on est arrivé à un point où, et c'est la première fois que ça arrive, le bloc central est tellement intolérant que, évidemment, ça y est, avec les patriotes, hors de question, mais ils refusent même de faire la moindre concession aux gens avec lesquels ils ont été élus. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a effectivement 3 blocs. Et ce qui est révélateur dans la motion de censure, et ça risque malheureusement de durer, c'est que ça correspond réellement aux convictions des gens. C'est-à-dire que c'est pas seulement une combine politique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour les macronistes, alors Ensemble, Renaissance, je crois que ça change de nom tous les 3 mois, ce machin, mais qui ont voté pour Ensemble ou qui ont voté pour les LR, tendance Wauquiez, dissidents à l'époque. Et ceux-là sont tout à fait d'accord pour être élus et empêcher la coalition patriote d'arriver au pouvoir, mais veulent aussi refuser absolument tout compromis envers la France insoumise. Donc, à partir du moment où vous avez 3 blocs qui refusent absolument de gouverner ensemble, la crise, malheureusement, va durer. On va parler un peu d'Emmanuel Macron, chose promise, chose due. Hier soir, il a eu cette phrase « Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres » et elle résume assez bien sa façon de prendre les choses. Il se place au-dessus de la mêlée, il contemple, une fois de plus, dans une posture de Dieu, presque on dirait, où il laisse les hommes se s'entretuer et puis il finira, lui, par annoncer la sentence et puis ressortir de tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait prendre les choses un peu plus au sérieux, dans le sens où certains expliquent que derrière cette motion de censure, c'est pas le gouvernement Barnier qui était sanctionné, mais Emmanuel Macron? Alors, il les prend au sérieux en réalité. Il y a quelque chose de très révélateur dans sa communication, y compris son intervention hier soir. Il y a un adage de trader sur les marchés financiers, mais qui se vérifie très souvent, qui est de dire une rumeur est confirmée le jour où elle est officiellement niée. Parce que si vous éprouvez le besoin de nier une rumeur, c'est qu'en fait, c'est sérieux, donc ça va vraisemblablement se réaliser. En matière boursière, c'est étonnamment fiable. Quand une entreprise vous dit « nos comptes sont fiables, il n'y aura pas de crise financière », vous savez qu'il faut vendre tout de suite parce que ça va être la catastrophe. Et là, vous voyez, par exemple, Patron Stellantis disait « je resterai à mon poste » et puis 3 jours après, il a été débarqué par le conseil d'administration après avoir confirmé qu'il allait rester en place. Emmanuel Macron, et c'est très révélateur, mentionne la possibilité de sa démission, parce qu'il a bien compris qu'en réalité, c'était peut-être la seule solution à la crise politique dans laquelle nous nous trouvons. Et pourquoi est-ce la seule solution à la crise politique dont nous nous trouvons? Et il le sait, c'est parce que, là encore, les institutions sont conçues de telle manière que celui qui a la présidence de la République, le camp qui a la présidence de la République, peut quand même un tout petit peu forcer le Parlement. Pas beaucoup, le 49.3, ça marche pas toujours, on vient de le voir avec Michel Barnier,
mais ça permet de forcer un petit peu et surtout, ça permet, parce que le pouvoir est un tout, d'exercer des outils qui sont indispensables au gouvernement, comme par exemple, pour faire de vrais changements, qui sont par exemple le référendum. Actuellement, il y a tellement de choses qui sont bloquées par les juges, parce qu'on est gouverné par une oligarchie judiciaire. Il y a tellement de choses qui sont bloquées par les juges que si vous voulez réellement exercer le pouvoir, il faut que vous puissiez tenter un référendum pour dire aux gens, on a vraiment envie de changer les choses. Enfin, est-ce que vous voulez continuer comme on fait actuellement parce que vous pensez que ça va bien, ou est-ce que vous voulez réellement un vrai changement? Aujourd'hui, le Parlement n'a plus le pouvoir de faire des changements si importants que ça. Donc, il faut avoir le pouvoir demander directement son avis au peuple. Emmanuel Macron en est très conscient. Le fait que certaines personnes, comme par exemple Hervé Morin, qui est président d'un parti qui s'appelle les centristes, mais surtout qui est président de la région Normandie, ait dit qu'il fallait qu'il démissionne. Il sait très bien que la question se pose. Il va probablement essayer de durer le plus longtemps possible, mais il se rend très bien compte que à partir du moment où on va avoir motion de censure sur motion de censure, sans pouvoir voter un budget, ni un budget de la sécurité sociale, à ce moment-là, et je ne parle même pas du reste des lois, du fonctionnement normal de l'État, parce qu'on va se retrouver avec des gouvernements qui peuvent uniquement expédier les affaires courantes, à ce moment-là, il est parfaitement conscient que vraisemblablement, il ne pourra pas terminer son mandat. On parle beaucoup là de ce qui se passe sur 2 jours, on pense à ce qui se passera la semaine prochaine. Emmanuel Macron lui-même compte en mois désormais sa façon de faire la politique. Il a dit « je nous fixe 30 mois » et puis il explique tout ce qu'il veut faire en 30 mois. Si on prend un peu de hauteur, est-ce que le véritable enjeu qui se cache derrière cette crise, c'est pas les prochaines élections présidentielles? On voit par exemple que Marine Le Pen, à travers cette main tendue aux retraités, elle prépare, ses futurs électeurs. Alors, il y a, clairement une question qui est la prochaine présidentielle. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, réel, juste qu'une élection, aussi importante soit-elle, et la présidentielle est évidemment une élection majeure dans notre système. Il y a une question majeure qui est comment fait-on pour gouverner ce pays? Parce que la grande difficulté, c'est que réellement, il y a 3 blocs. Et 3 blocs qui n'ont pas l'air de vouloir céder. C'est-à-dire que vous avez un bloc central qui n'a pas l'air de vouloir s'allier avec l'un ou avec l'autre. Il est d'accord pour les élections. Le bloc central est d'accord pour s'allier à la gauche aux élections, mais c'est tout. C'est littéralement « élisez-nous et vous verrez bien ce qui se passe après ». Vous avez un bloc de gauche qui explique qu'il veut appliquer son programme et qui n'a pas l'air de vouloir beaucoup céder au bloc central. Et vous avez un bloc patriote qui est peut-être prêt à un certain nombre de concessions. Ça, c'est peut-être un bloc qui vous serait plus favorable à une solution négociée, mais où les 2 autres disent c'est hors de question, on peut pas discuter avec eux. Alors les plus sombres, enfin vous connaissez les clowneries habituelles. Et là-dessus, le fait est que le pays est en l'état actuel réellement ingouvernable. Et s'il y avait demain de nouvelles élections législatives, le pays serait-il davantage gouvernable? Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous changez le président de la République. Ce qui est clairement indispensable pour arriver à essayer de trouver une solution, mais c'est malheureusement qu'une partie de la solution. Vous changez le président de la République. Mais si vous n'avez toujours pas de majorité à la Chambre, on se retrouve dans la même situation que maintenant, c'est-à-dire que vous avez 3 blocs qui refusent absolument de gouverner ensemble. En réalité, sans forcément s'en rendre compte au départ, Emmanuel Macron est l'aboutissement de ça, ça avait commencé avant, mais vous avez un bloc central au milieu, qui est le bloc du grosso modo, on va continuer comme on fait depuis 40 ans. Enfin, voilà, on va faire 1 ou 2 ajustements à la marge, mais grosso modo, allez, c'est le parti du tout va bien et on continue à la faillite. On va appeler ça le parti de l'euthanasie, si vous voulez. C'est thématique avec leur proposition de loi. Mais ce bloc-là refuse de faire des concessions soit à l'un, soit à l'autre, ce qui fait que le pays est réellement ingouvernable. Vous avez demain une nouvelle présidentielle, ce qui leur serait là encore probablement une bonne chose pour essayer de stabiliser les institutions, mais il faudra que le nouveau président de la République ait une majorité. Or, en l'état actuel, le bloc central empêche en réalité toute forme de solution puisqu'il veut absolument rester là sans aller avec l'un ou avec l'autre. Et d'ailleurs, ce bloc-là va se finir par être minoritaire en voix. On a bien vu que ça en prenait le chemin. Mais vous avez un bloc central minoritaire en voix qui rend le pays complètement ingouvernable. Ce que vous nous expliquez, Philippe Prigent, c'est qu'il faudrait changer a priori le mode de scrutin pour tenter de retrouver un semblant de majorité? Alors non, pourquoi? Parce que changer le mode de scrutin pour essayer de faire que quelqu'un qui est encore plus bas que le niveau actuel puisse imposer sa volonté aux 2 autres, c'est peut-être la
solution du pire qu'il faudrait mettre en œuvre, mais ça reste quand même très brutal. Ça consiste à dire, on est une démocratie, mais on va faire en sorte que, allez, le bloc qui arrive à passer 33%, qui arrive en tête en majorité relative, ait absolument tous les pouvoirs. C'est un peu le système britannique. C'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ils l'ont mis en place. Le Labour n'a pas fait un score génial aux dernières élections. Ils ont une majorité de députés, mais ils sont clairement minoritaires en voix dans le pays. Chez nous, ce serait aboutir à quelque chose où on est encore plus minoritaire en voix. Donc oui, il y a l'option, et la seule option possible pour changer le mode de scrutin, si on veut avoir une majorité, c'est un mécanisme sur le style des régionales. C'est-à-dire, vous avez le parti qui arrive en tête, récupère un quart ou une autre prime majoritaire, mais un quart des députés, puis récupère la partie des députés qu'il aurait eu à la proportionnelle. Bon, là, c'est un calcul simple. Si vous avez un bloc qui est au-dessus d'un tiers des votes, si on lui donne un quart des sièges de base et qu'ensuite il récupère plus d'un tiers de ce qui reste, forcément, il va se retrouver avec un peu plus de 2/4, donc plus de la moitié, donc gouverner. Ça, c'est effectivement la seule option si on veut pas résoudre la crise politique, mais pour essayer de rendre le pays gouvernable. Il n'y a pas d'autre solution mathématique pour arriver à ce résultat-là. Mais il y a peut-être une solution qui est plus difficile, mais qui serait un peu plus pérenne et un peu moins brutale que de mettre en place ce système c'est celui qui arrive en tête qui prend tous les pouvoirs, qui serait d'arriver à essayer de résoudre la crise politique, peut-être en se rendant compte que ce bloc central n'a pas de sens et que, sous prétexte de cercle de la raison et de compétences, on confie juste le pouvoir à des gens qui, 1, rendent le pays ingouvernable, 2, ont accumulé 1000 milliards de dettes. Il y a un article de la Constitution qui inquiète les Français. C'est celui qui prévoit qu'en cas de menace grave et immédiate contre les institutions de la République et si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, Emmanuel Macron pourrait s'octroyer les pleins pouvoirs. Est-ce que, après une nouvelle nomination de Premier ministre, peut être censurée, et puis pourquoi pas une 3e, une 4e, est-ce que l'aboutissement de cette crise, ça pourrait pas être ça ? Alors, vous posez une bonne question. Les pleins pouvoirs, c'est une forme de dictature à la romaine. Et dans la dictature, pas dictature au sens qu'on emploie aujourd'hui, c'est un autre mécanisme, mais il y a la question de la légalité, il y a aussi la question de la légitimité. Si vous êtes le général de Gaulle, que vous employez l'article 16, par exemple, en 1962, avec son costume de général, sa voix grave, évidemment la personnalité de l'homme qui est essentielle, ou imaginons que s'il y avait eu ça, par exemple, avec un Clémenceau, d'accord, les gens peuvent le prendre au sérieux. Emmanuel Macron, article 16, déjà, de base, ça fait rigoler. Même il y a 7 ans, ça faisait rigoler. Mais avec le crédit politique qu'il a aujourd'hui, s'il fait une allocation pour annoncer qu'il prend les pleins pouvoirs, comme il n'a plus aucune légitimité, la première réaction des gens, ça va être de rigoler. Et Dieu sait que je suis juriste, mais vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dans un texte de loi. Si quelqu'un dit Didi, attendez, j'ai un bout de papier qui dit que, mais que littéralement les gens rigolent parce qu'ils prennent absolument pas l'idée au sérieux, vous pouvez avoir tous les bouts de papier que vous voulez, ça va être compliqué. Il a théoriquement les pleins pouvoirs, mais vous ne ferez croire absolument à personne, notamment pas au Parlement ou aux fonctionnaires, que tout ça est légitime et qu'il peut réellement exercer les pleins pouvoirs. Les gens n'y croient pas. Il n'a absolument aucune légitimité. Il se retrouve dans la situation où, théoriquement, il a tous les pouvoirs, par exemple, de Clovis, sauf qu'il est devenu un roi fainéant. Donc, personne ne le prend au sérieux, en réalité. Théoriquement, les rois fainéants qui ont fini par être déposés avaient les mêmes pouvoirs légaux, un petit peu plus en termes de théorie des institutions que Clovis, mais autant Clovis pouvait faire plein de choses parce que c'était le chef et il avait une légitimité exceptionnelle, autant exercé par Clodoric IV, les pleins pouvoirs, non, ça passe pas de la même manière. Là-dessus, c'est une théorie, c'est tout à fait envisageable, mais ça va pas donner une quelconque forme de réelle dictature ou d'autorité, sachant que même avec le général de Gaulle, ça a été fait de façon très raisonnable. L'article 16, c'est en théorie, j'ai les pleins pouvoirs, mais je les exerce de façon raisonnable. Le général de Gaulle, on l'a vu d'ailleurs, l'a utilisé, c'était pas un fou, et pourtant c'est une situation militairement grave. Là, on n'en est pas là. Les gens rigoleraient. Et en plus, il y a une réforme constitutionnelle pour se disant, bon, l'habit est un peu trop grand pour peut-être les successeurs du général, c'est pas tout à fait faux, surtout le niveau aujourd'hui où ça a quand même beaucoup baissé. Donc en plus, maintenant, le Parlement peut finir par se réunir, le Conseil constitutionnel examine la question, et fondamentalement, oui, il y a écrit article 16, mais imaginons que
personne ne prenne ça au sérieux. Si le Parlement dit oui, lol, il a écrit ça, mais en fait, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que la garde républicaine va venir disperser le Parlement en disant on va faire avec ce Parlement ce que Louis XVI n'a pas osé faire après le serment du jeu de paume? Alors que Louis XVI avait quand même une légitimité historique légèrement supérieure à celle d'Emmanuel Macron. Bien sûr, même si Emmanuel Macron ne semble pas forcément s'en rendre compte. Philippe Prigent va finir sur ces mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. On va continuer à suivre de tout ça et pourquoi pas vous laisser nous expliquer à nouveau la façon dont vous voyez les choses. Merci donc et à très bientôt.